est l'une des principales figures, en tout cas sur le plan intellectuel, de la lutte contre les APE, notamment en Afrique de l'Ouest. Il ne se passe pas une seule semaine sans que Jacques Berthelot écrive des papiers, écrive des contributions pour parler de l'état des lieux, des questions relatives aux accords de partenariat économique, mais également à la zone de libre-échange continentale. Donc si la lutte contre les APE continue de se faire et continue de fournir des arguments, Jacques Berthelot y joue un rôle très important en tant qu'intellectuel organique. Donc Jacques, tu as 15 minutes pour faire ta présentation. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Bon, donc je vais donc vous présenter voilà le plan suivant que je vais suivre. Donc en 3 points. D'abord donc un rappel sur la genèse des APE, donc depuis le début jusqu'à où on en est aujourd'hui. Ensuite une évaluation de l'impact désastreux des accords des APE. Donc je vais me concentrer, comme on a peu de temps, uniquement sur l'APE d'Afrique de l'Ouest, mais j'ai travaillé aussi sur celui d'Afrique de l'Est, un petit peu sur le Cameroun, justement. Et puis, en troisième lieu, donc les alternatives à l'APE, la fausse alternative que constitue la zone de libre-échange continentale, et puis les alternatives crédibles, et je me concentrerai sur une seule. Bon. Alors, la genèse de l'APE, donc vous savez que au lendemain des indépendances, donc début des années 60 pour la plupart des pays, donc l'Union européenne a maintenu les préférences commerciales qu'elle avait avec ses anciennes colonies, puisque les pays ACP sont toutes des anciennes colonies de l'Union européenne, sauf le Libéria qui lui n'a jamais été indépendant depuis le XIXe siècle. Mais donc, alors, à la fin des années 90, donc, les pays exportateurs de bananes d'Amérique latine, il y a des pays andins et des pays d'Amérique centrale, ont poursuivi l'Union européenne à l'OMC en disant que ce n'était pas normal, enfin d'abord, avant même l'OMC à la fin de la période du GATT, on dit que c'est pas normal que nous, qui sommes aussi des pays en développement, on ait à payer des droits de douane sur nos bananes exportées dans l'Union européenne, alors que vos anciennes colonies, notamment du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Ghana, n'en payent pas. Et donc, c'est contraire donc, au principe de la nation la plus favorisée, auquel on doit avoir. Et donc, l'Union européenne a été effectivement condamnée. Et elle a été condamnée donc, au nom du non-respect du principe du principe donc d'égalité dans les accords, donc vis-à-vis de tous les pays, mais seulement ce principe, donc ce principe, c'est un principe qu'on n'a pas le droit de différencier selon un plan géographique ou géopolitique, mais par contre, le principe permet donc de différencier selon le niveau de développement. C'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne, à partir de 1971, donc, a créé son système de préférence généralisée. Donc les droits de douane payés par les pays en développement étaient inférieurs à ceux de la nation la plus favorisée. Ensuite, en 2001, donc, la déclaration Tout sauf les armes qui a accordé aux PMA, les pays les moins avancés, donc aussi le fait de continuer à exporter tout sauf des armes sans devoir ouvrir son marché aux exportations de l'Union européenne. Mais donc, ce principe-là, donc, puisqu'il joue, il peut jouer donc, selon le niveau de développement, l'Union européenne aurait très bien pu, au lieu de changer son régime, donc, en passant à l'accord de Cotonou donc, en 2000 au lieu des accords de Lomé préférentiels, donc elle aurait très bien pu demander de pérenniser, disons, les accords de Lomé, donc la préférence commerciale en fonction justement du niveau de développement différent des pays ACP. Et notamment, les pays exportateurs de bananes, donc, puisque c'était eux qui avaient été à l'origine de l'accord de Cotonou, et notamment qui prévoyait donc la mise en place des accords de partenariat économique à partir de 2008, d'accords de partenariat économique qui prévoyait que l'Union, enfin qui prévoit toujours, que les pays ACP donc, devront progressivement ouvrir leur marché sans les taxer sur environ 80% des exportations de l'Union européenne.
Bon, mais donc l'Union européenne aurait très bien pu donc demander, comme d'ailleurs vous l'avez constaté, les États-Unis en 2000 aussi ont lancé l'AGOA, donc l'accord African Growth Opportunity Act, donc donnant aux pays d'Afrique subsaharienne également donc un accès assez large donc au marché américain sans être obligé de supprimer leurs droits de douane sur ce qu'ils importent des États-Unis. Et l'AGOA a été renouvelée donc l'année dernière, en 2015, avec l'accord unanime, un consensus unanime de l'OMC, y compris un consensus de l'Union européenne, où il y a eu une décision du Parlement et du Conseil des ministres qui ont dit d'accord, on est d'accord pour l'AGOA. Donc l'Union européenne aurait très bien pu et pourrait encore donc demander la poursuite ou le retour aux préférences de Lomé, donc dans lesquelles, donc voilà. Mais ça n'intéresse pas l'Union européenne. L'Union européenne n'en veut pas, parce que l'Union européenne, elle veut absolument, pour l'intérêt de ces firmes multinationales, donc pouvoir exporter plus. Voilà. Et donc, mais bon, c'est une première donc, chose. Donc, c'était cette jeunesse, donc, était soi-disant a dit que c'était une obligation de l'OMC. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas l'OMC prévoit aussi donc que les préférences, donc le principe de non-discrimination qui s'applique sur un plan géopolitique, géographique, ne s'applique pas en fonction du niveau de développement. Or, les pays exportateurs de bananes, les 9 pays exportateurs de bananes d'Amérique latine, ont en 2014 donc un PIB par tête qui est de 4,5 fois supérieur au PIB moyen du Cameroun, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, bon, c'était une première alternative sur laquelle je ne reviendrai pas tout à l'heure, mais qu'il est aussi possible de demander, donc voilà. Alors, en 2000, donc les négociations, alors l'Union européenne, elle a utilisé plusieurs tactiques donc, pour donc, dominer la négociation. Elle aurait très bien pu, comme le demandaient les pays ACP, donc, de négocier avec l'ensemble des pays ACP. Donc ils ont préféré la tactique du diviser pour régner, en disant on va passer des accords régionaux de partenariat économique avec 7 régions, dont les Caraïbes, le Pacifique, et 5 régions en Afrique subsaharienne. Alors ça, c'est la première tactique, diviser pour régner. La deuxième, ça a été négocié, ces accords de partenariat économique, non pas comme les accords de Lomé avec la DG Coopération, mais avec la DG Traite, avec la DG Commerce, dont l'objectif essentiel, c'est d'ouvrir des marchés, et ça n'est pas du tout un objectif de développement. Bon. Et le troisième objectif, c'était qu'elle s'est arrangée, puisque c'est la DG Commerce donc, qui a défini le périmètre géopolitique des États qui seraient dans chaque APE régional, elle s'est arrangée pour que dans chaque APE, il y ait à la fois des pays, des PMA et des pays non PMA. Puisque en imposant donc à chaque région d'ouvrir son marché à environ 80% de ses exportations, elle obligeait aussi les PMA donc à l'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle annulait du même coup sa déclaration tout sauf les armes. Donc les PMA sont obligés d'ouvrir aussi, de la même façon que les pays non PMA, leur marché, donc sans pouvoir les taxer à environ 80% des... Alors, j'ai refait les calculs, donc pour l'Afrique de l'Ouest, ce serait à 76% des imports sur la base de ce que les pays d'Afrique de l'Ouest ont importé de l'Union européenne en 2015. Et moi, j'ai ajusté mes calculs sur la base du Brexit. C'est-à-dire que je tiens plus compte dans l'Union européenne, puisque ça va s'appliquer à l'avenir, je tiens compte de l'Union à 28 moins le Royaume-Uni. Voilà. C'est lui qui a le son, il faut faire donc, donc voilà. Alors, où on en est, donc les chefs d'État. Alors, au début des négociations, ça a commencé en 2003. Il y a eu évidemment beaucoup de protestations de la société civile dans toute l'Afrique de l'Ouest, je me concentrerai là-dessus, et y compris d'ailleurs le président Ouad, à la fin de 2007, donc il a complètement protesté, il a même fait, disons, comment dire, il a marché avec la société civile à Dakar contre les APE. Bon. Et puis au sommet franco-africain qui était à Bordeaux à l'époque, il s'est aussi opposé fermement à l'APE. Bon. Mais disons que malgré tout, la machine de rouleau compresseur des institutions européennes et des firmes de l'agrobusiness, toutes les pressions qu'ils ont pu faire sur les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, ils ont
finit donc par remporter. Donc, mais il y avait donc cet engagement vis-à-vis de l'OMC. Donc, au 1er janvier 2008, tous les pays devaient avoir, disons, signé l'accord des APE régionaux. Donc ça n'a pas été le cas. Et donc le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les principaux exportateurs de produits qui sont fortement taxés, qui sont essentiellement 4 produits, donc les bananes, les conserves de thon, le cacao transformé et l'ananas. Et d'ailleurs, ces pressions étaient exercées essentiellement par des firmes françaises, des firmes familiales françaises, qui sont la compagnie fruitière de Robert Fabre, basée à Marseille, qui exporte, qui produit et exporte l'essentiel des bananes du Ghana, de Côte d'Ivoire et de Cameroun, et les exporte sur ses propres bateaux bananiers, avec aussi au passage 10 000 tonnes de tomates cerises du Sénégal. Alors il y a ça, donc il y a Taille Union Europe qui exporte l'essentiel des conserves de thon de Côte d'Ivoire et du Ghana, et notamment qui est basé qui a une filiale à Paris, avec une conserverie d'ailleurs en Bretagne. Il y a Mimran, le groupe Mimran qui contrôle le Grand Moulin de Dakar et les grands moulins d'Abidjan, et aussi la compagnie sucrière de Sénégal, et qui ont fait pression pour que le droit de douane sur le blé et sur les autres céréales, qui était déjà infime, 5% seulement, passe à 0. Donc il n'y aura plus de droit de douane sur le blé. Donc à partir de l'année 5, après le début, donc normalement à partir de 2010, il devrait plus y avoir. Il devrait plus y avoir depuis 2000. On est là en 2016, donc à partir, si ça avait été signé l'année dernière, ce serait à partir de 2020, maintenant disons 2021. Il n'y aurait plus de droit de douane ni sur les céréales, sauf le riz, qui sera maintenu à 10%. Mais alors, pour parenthèse, alors, il faut que j'aille tout 5 minutes. Oh là là. Bon, alors, bon, il faut donc, voilà, il faut que j'aille très vite. Bon, alors, l'impact désastreux, il y a essentiellement 2 impacts désastreux. Des énormes pertes de recettes douanières. Hein. Bon, alors, donc, il y aura en gros 700 millions d'euros de pertes dès le début de la libéralisation, c'est-à-dire en année 5. Si c'était signé donc cette année, ce serait à partir de 2021, donc on commencerait à ne plus pouvoir taxer progressivement donc, tout ce qui est importé. Donc dès l'année 5, en gros 700 millions d'euros de pertes de droits de douane pour toute l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est les 15 États de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et à la fin, en année T plus 20, c'est-à-dire donc en 2035, normalement, donc il y aurait pour 4 milliards d'euros donc, de pertes cette année-là. Mais en pertes cumulées, année après année, il y aurait pour 46 milliards d'euros en 2035. Et bon, c'est vraiment bon. Et dont 51% pour les PMA, d'ailleurs dont 7,8% pour la Côte d'Ivoire, 7,2% pour le Sénégal. Et en fait, à partir de 2030, le Sénégal perdrait plus de droits de douane que la Côte d'Ivoire. Voilà, bon. Et donc, alors, mais il faut aussi voir que puisque maintenant le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé et ratifié leurs APE intérimaires qui vont se mettre en place, disons qu'il y a un risque, parce que les règles sur les règles d'origine, disons au sein de la CEDEAO sont très faibles, donc il y a un risque que les produits que la Côte d'Ivoire et le Ghana vont importer sans droit de douane donc de l'Union européenne arrivent dans les autres pays de la CEDEAO et donc mettent en péril donc, leur compétitivité. Voilà, ils vont voilà. On pourra revenir dans les questions là-dessus. Alors, à côté de ces pertes de droits de douane qui sont quand même extrêmement lourdes, puisque ça va empêcher évidemment de financer toutes les choses prioritaires, l'école, la santé, etc. Donc, il y a donc plusieurs choses. Ces APE intérimaires vont remettre en cause tout le processus d'intégration régionale qui a commencé en 1975 avec le début de la CEDEAO. Ils ne pourront pas augmenter les taxes à l'exportation sans l'accord de l'Union européenne. Or, la Côte d'Ivoire
ces taxes à l'exportation lui rapportent plus que les droits de douane sur ce qu'elle importe de l'Union européenne. Elle ne pourra pas augmenter les droits de douane appliqués du TEC, le tarif extérieur commun, et cela empêcherait en fait la CEDEAO de devenir membre à part entière de l'OMC, puisque pour l'instant le TEC n'est qu'un TEC de droits appliqués, des droits de douane appliqués. Or à l'OMC, ce qui se discute, c'est les droits consolidés, les droits maximums qu'on peut appliquer. Et donc, si elle ne peut pas augmenter ses droits appliqués, ça veut dire que donc elle ne pourra pas devenir membre de l'OMC et bénéficier de droits consolidés qui, s'ils sont fixés au niveau pondéré des droits de douane consolidés des 15 États, qui est les 15 États de la CEDEAO sont membres de l'OMC, compris le Libéria depuis un an. Hein, bon. Donc, ça pourrait monter les droits de douane consolidés de l'Afrique de l'Ouest à environ 90%. Or, le droit de douane maximum dans le TEC, il est 35%. Sur les bons. Voilà. Alors, autre chose, la clause EPF qui fait que l'Union européenne exige de bénéficier de tous les accords préférentiels que la CEDEAO pourrait signer avec d'autres pays, comme la Chine, l'Inde, etc. C'est-à-dire que ça empêche donc les coopérations sud-sud d'être privilégiées, qui seraient beaucoup quand même plus bénéfiques. La clause de rendez-vous qui exige qu'après 5 ans, il y ait, non, après 6 mois, on commence à négocier sur l'extension de la libéralisation à d'autres choses que les marchandises, c'est-à-dire aux services, les droits de... D'accord, bon. Donc, les services, l'accès au marché public, etc., les investissements, bon. Les sauvegardes qui sont prévues dans l'APE sont inférieures aux sauvegardes de la CEDEAO. La CEDEAO, puisque ces sauvegardes dans l'APE ne portent que sur les sauvegardes en cas, disons, d'afflux important, des quantités importées, et ne portent pas sur la baisse des prix à l'importation. Alors que dans la clause de la CEDEAO, ça porte aussi sur la baisse des prix à l'importation. Et on pourrait donc augmenter, bon. Il est là. Alors, interdiction aussi d'utiliser des restrictions quantitatives, alors que l'Union européenne en utilise pour tous ses produits sensibles agricoles dans ses autres accords, libre-échange, bon, voilà. Et puis évidemment, il va en résulter forcément avec d'énormes pertes de recettes budgétaires, puisque dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où le secteur moderne n'est pas important, donc il y a très peu d'impôts sur le revenu des sociétés, il y a aussi peu d'impôts sur le revenu des personnes physiques, la TVA n'est pas perçue sur le secteur informel, etc. Donc il y a d'énormes pertes de ressources, et donc les ressources à la frontière, donc notamment à l'importation, donc sont essentielles dans le budget. Et donc avec une baisse de... Alors, sachant que l'Union européenne représente 40% de ce que l'Afrique de l'Ouest importe du reste du monde, vous voyez un peu donc les conséquences sur les budgets, quoi. Bon. Donc ça ne fera que faire exploser le chômage, la misère, et fera évidemment bondir le flux des migrants dont on a un peu évoqué le problème tout à l'heure. Et donc le nombre déjà que Frontex des migrants illégaux avait recensé donc 35 000 en 2014 et passé à 55 000 en 2015, et bien donc ne fera qu'exploser, quoi. Et ça, dans des discussions qu'on a depuis 2 ans sur une minute, bon, alors donc il faut que je passe alors les contraintes sur les projets d'école, j'en parle pas, mais voyons des alternatives, donc une première alternative complètement folle, qui est celle impulsée par la CNUSED et par la Commission économique des États-Unis, des Nations Unies pour l'Afrique, qui a été poussée l'Union africaine à prévoir que d'ici la fin de l'année prochaine, on ferait sauter toutes les barrières douanières entre les 54 États donc, de l'Union africaine. Et donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le champ donc, aux multinationales qui sont déjà présentes dans tous les pays, qui vont pouvoir donc fermer leurs entreprises dans les pays les moins compétitifs. Donc, c'est elles qui vont bénéficier évidemment si on faisait sauter. Donc, l'absurdité, c'est de le faire en un an, c'est pas possible, quoi. Bon. Mais le pire, c'est qu'elle prévoit aussi qu'en fin 2019, cet accord de libre-échange se transformait en marché commun, avec un tarif extérieur commun à tous les pays d'Afrique. C'est de la folie furieuse. Bon. Et en plus, dans l'argumentaire, c'est dire on va faire mieux que les APE, puisque les APE vont nous obliger à baisser de 80% de notre droit d'homme, nous on va les abaisser à 100%. Vous voyez un peu, ce qui est gravissime, les chefs d'État, ils avalent n'importe quoi,
Mais ce que la CNUSED, qui s'était présentée au départ comme l'alternative à l'OMC, enfin bon, l'alternative au GATT même à l'époque. Donc, qu'elle en arrive là, on se demande un peu dans quel monde on vit, quoi. Bon. Et donc, alors, là, il y a vraiment une alternative très efficace qui serait de demander que tous les 3 pays non PMA, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, demandent de bénéficier du système de préférence généralisé plus, qui est accordé aux pays qui donnent pratiquement les mêmes avantages qu'aux PMA et qui est accordé à condition que les pays donc, respectent les critères de vulnérabilité économique. Les 3 les respectent. J'ai eu un échange avec la DG Trade qui m'ont dit d'accord, ils les respectent, et qu'ils aient signé 27 conventions internationales définies par l'Union européenne, ils les respectent aussi. Et donc, ceci donc, permettrait donc, pratiquement de réduire énormément les pertes de droits de douane. Donc, il n'y a que sur les bananes qui resteraient taxées au tarif NBF 127 € la tonne, alors que l'Union européenne a accordé, dans ses accords de libre-échange avec les pays d'Amérique latine exportateurs, de baisser ses droits de douane jusqu'à 75 € la tonne à partir de 2020. Or, il y a un article dans l'accord de Cotonou qui dit que l'Union européenne s'engage, non même dans la PE Afrique de l'Ouest, l'Union européenne s'engage à accorder les mêmes avantages aussi, c'est la clause NPF qui joue aussi à l'encontre de l'Union européenne. Les avantages que l'Union européenne a accordés dans ses autres accords de libre-échange, elle devra les accorder aussi donc, aux APE. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de payer 127 € la tonne, la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc le Cameroun pourraient aussi ne payer que 75 € la tonne. Donc ce qui fait que vraiment pour eux, les SGP+, ce serait vraiment bien mieux que d'implanter donc des accords intérimaires, donc je termine, 0 secondes, 30 secondes. Donc ce serait vraiment la solution. Mais maintenant qu'ils ont signé et commencé à mettre en œuvre, il faut leur dire donc non, l'Union européenne vous a trompé et donc vous allez perdre énormément dans votre espace politique, vous ne pourrez plus appliquer toutes ces choses-là, mais vous allez perdre énormément de droits de douane. Donc vraiment, renoncez donc à ces accords APE intérimaires et mettons-nous d'accord pour solliciter et obtenir donc, le SGP+, et qui permettrait donc, qui ferait vraiment l'affaire de tout le monde, quoi. Voilà, donc je suis prêt à vos questions. Et sinon alors...